Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier chapitre de ce module, Introduction et généralité sur le CEND. Tout au long de ce chapitre, nous aborderons les points suivants, commençant par les objectifs visés, puis la définition de CEND. On aborde aussi la relation entre le CEND et la maintenance. On a aussi le principe de CEND et domaine d'application. Ensuite, on présente les différentes techniques de CEND. Par la fin, on présente les critères de choix de la méthode de contrôle appropriée. Nous terminerons ce module par une série d'exercices et d'applications pratiques. À la fin de ce chapitre, les étudiants doivent être capables de définir le CEND, ses objectifs et ses domaines d'application dans l'industrie. Aussi, ils se familiarisent avec les différentes techniques utilisées dans le CEND. Ils seront capables d'établir le champ d'application de CEND. Également, ils seront capables de déterminer pour chaque champ les techniques de CEND les plus appropriées. Parlant de la définition de CEND, le CEND est une méthode de diagnostic et d'inspection qui permet de détecter, localiser, dimensionner et caractériser d'éventuels défauts présents dans les structures industrielles, que ce soit des pièces, des équipements, appareillages, sans les dégrader ou les détruire. Ces défauts peuvent être créés soit au cours de la production d'une telle pièce, soit en cours de son utilisation. Pour la relation entre le CEND et la maintenance, on trouve que le CEND est principalement utilisé par les services de production pour pouvoir garantir que les pièces fabriquées ne contiennent pas de défauts matière ou de défauts de fabrication. Dans le cadre très particulier de la maintenance, le CEND est appliqué au coup par coup et suivant le secteur d'activité auquel on appartient. Lorsqu'un élément casse, la cause n'est pas évidente. Après étude de la cassure, on peut émettre des hypothèses telles que ce soit la pièce non adaptée aux charges en présence ou bien une mauvaise condition de travail, un amorçage de rupture dû au traitement thermique, à l'usinage, etc. Que soit une élaboration défectueuse comme des criques, des inclusions, etc. Passons maintenant au principe de CEND qui se base sur trois étapes essentielles. Tout d'abord, on apporte une excitation, que ce soit par un faisceau lumineux, vibration, un champ magnétique ou bien un liquide pénétrant, à une pièce qui va rencontrer, s'il y a une présence de défaut, une perturbation. Et par conséquent, on va ressortir une révélation d'une façon empirique via un capteur ou bien une caméra, un système d'imagerie qui nous permet de détecter ce défaut. Arrivons maintenant à l'application de CEND qui se trouve principalement dans l'industrie automobile pour détecter et contrôler par exemple des blocs moteurs, dans l'industrie navale pour le contrôle des coques, aussi dans l'aéronautique pour le contrôle des poutres, des ailes d'avion, des pièces de moteur, des trains d'atterrissage, dans l'aérospatiale et l'armée, dont la totalité des programmes de contrôle sont confidentiels, aussi dans l'industrie de l'énergie pour contrôler les réacteurs, les chaudières, les tuyauteries, euh, les turbines, etc. Le ferroviaire en fabrication et en maintenance, notamment pour contrôler les organes de sécurité, les essieux, les roues, les bogies, etc. Les techniques de CEND les plus couramment utilisées à l'heure actuelle peuvent être regroupées en deux grandes familles directement liées à la position de défaut au sein de la pièce examinée. Ainsi, on distingue les méthodes surfaciques qui permettent de détecter les défauts situés à la surface de la pièce ou bien le matériau et les méthodes volumiques ou globales qui sont destinées à détecter les défauts localisés à l'intérieur même du volume de la pièce à inspecter comme illustre dans cette figure. Commençons par les méthodes surfaciques, bien le contrôle visuel qui est la base de toutes les autres techniques. Et c'est une méthode simple et plus commune. L'appareillage de cette technique comprend des loupes, des miroirs, des endoscopes, des caméras vidéo, etc. On peut même utiliser des robots pour inspecter des endroits dangereux ou difficiles d'accès, tels que les réseaux de canalisation et les réacteurs nucléaires. On a aussi le
le ressuyage PT qui permet de détecter des faux ouverts à la à la surface d'une pièce, pardon, en utilisant un liquide pénétrant qui s'infiltre dans les discontinuités et les rend visibles par le changement de couleur de ce liquide. Aussi, on a la magnétoscopie qui permet de détecter des défauts de surface et sous-surface dans les matériaux ferromagnétiques en utilisant un champ magnétique et des particules qui se concentrent au niveau des discontinuités si elles existent dans le matériau. Pour la dernière technique des méthodes surfaciques, on a le courant de Foucault qui consiste à créer dans un matériau conducteur un courant induit par un champ magnétique variable. Ces courants induits, appelés également courant de Foucault, circulent localement à la surface du matériau. La présence d'une discontinuité à la surface de la pièce contrôlée perturbe la circulation des courants, entraînant une variation de l'impédance apparente de la sonde de contrôle, ce qui indique efficacement la présence de défauts. Pour les méthodes volumiques, on a les ultrasons qui consistent à transmettre des impulsions acoustiques de haute fréquence, des ultrasons appelés des ultrasons également, dans un matériau. Ensuite, ces ondes se propagent dans le matériau suivant différents modes de propagation et la présence d'une discontinuité sur le trajet des ultrasons provoque la réflexion partielle et non pas de la totalité des impulsions. Enfin, le signal réfléchi est recueilli par un transducteur dit ultrasonore. On a aussi la radiographie RTX qui consiste à placer la pièce entre une source de rayons X ou bien gamma et un film radiographique ou un détecteur numérique. Les rayonnements sont davantage absorbés par les zones épaisses ou denses, tandis qu'ils traversent plus facilement des défauts internes comme les fissures ou les porosités. Cette différence d'absorption permet de visualiser les défauts à l'intérieur de la pièce. Parlons également de la thermographie infrarouge qui repose sur la détection de rayonnements thermiques émis naturellement par les objets à l'aide d'une caméra thermique. Elle permet de visualiser les variations de température et de détecter des anomalies telles que des fissures, des délaminages, des défauts d'isolation et des échauffements anormaux sans contact avec la pièce. Donc maintenant, contrairement aux autres méthodes, l'émission acoustique ne consiste pas à envoyer un signal dans la pièce. Elle repose sur l'écoute des ondes que le matériau produit lui-même lorsqu'il est sollicité. Lorsqu'un défaut comme une fissure évolue, il émet des ondes détectées par des capteurs placés sur la surface de la pièce. Cette technique permet ainsi de surveiller des défauts en cours d'évolution. Après avoir présenté les techniques de contrôle et d'évaluation non destructive, une question importante se pose. Comment choisir la méthode la plus adaptée à une situation donnée? En réalité, il n'existe pas de technique universelle capable de détecter tous les types de défauts sans toutes les conditions. Le choix de la méthode dépend de plusieurs critères. La nature et la localisation de défauts, ou bien aussi le matériau de la pièce. Il dépend aussi du nombre de pièces à contrôler, du coût de l'inspection par rapport à la valeur de la pièce, ainsi que les moyens et les équipements disponibles. Nous terminerons ce chapitre par une série d'exercices comprenant des questions à choix multiples QCM et des études de cas. Ces activités vous permettront de vérifier votre compréhension des notions abordées, de consolider vos acquis et de développer votre capacité à choisir la technique de contrôle la plus adaptée à une situation réelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein succès dans la réalisation de ces exercices.